Mesdames et messieurs, bonsoir. Bernard de Rome est en affectation à l'extérieur. Chaque nouvelle découverte dans le traitement du cancer du sein, aussi minime soit-elle, ravive l'énorme espoir qu'entretiennent les victimes de cette maladie terrible qui tue plus de 5000 femmes chaque année au pays. Et aujourd'hui, la découverte est prometteuse puisque des chercheurs ont identifié le gène responsable de la croissance de ces tumeurs cancéreuses. Les explications là-dessus de Catherine Kovacs. Ça va être froid et mouillé sur le dessus de votre sein. Ça va? Oui. Moment d'angoisse pour toutes les femmes, la peur de découvrir un cancer au sein. Qui ne connaît pas dans son entourage une amie, un parent qui en est atteint? Eh bien, la dernière découverte effectuée par une équipe de chercheurs de l'université McGill à Montréal est très encourageante. Ces chercheurs ont identifié sur des souris le gène bêta-1 intégrine, responsable de la croissance des tumeurs cancéreuses. Ce gène, qui sert à la croissance normale des cellules dès la naissance, n'est plus utile à l'âge adulte. On retrouve ce même gène chez tous les êtres humains. Ce gène-là, qui normalement autour des cellules cancéreuses, sert de senseur d'interaction entre les cellules, entre la cellule cancéreuse et l'environnement du sein, et puis permet à la cellule cancéreuse de se développer plus rapidement. Ce que le Dr Muller a montré, c'est que si on l'enlève, ce gène-là, ou on le bloque d'une façon ou une autre, la cellule cancéreuse reste dormante et même meurt. Le directeur du Centre de recherche sur le cancer à l'université McGill considère que cette découverte est une percée importante dans la lutte contre le cancer. Elle va permettre de développer un traitement beaucoup mieux ciblé pour les malades. En partenariat avec d'autres traitements qui existent maintenant, on pourrait diminuer les effets secondaires, on pourrait améliorer l'efficacité des traitements. Et je pense que pour ça, c'est vraiment une découverte assez intéressante. Et ce traitement pourrait également servir pour d'autres types de cancers, comme celui du côlon, du foie et des poumons. On pourrait injecter au niveau, après traitement, après chirurgie, au niveau de la masse cancéreuse. Et donc, ça pourrait éliminer le reste des cellules cancéreuses qui existent à ce moment-là. Si tout va bien, ce traitement pourrait être disponible d'ici 3 ans. Mais M. Tremblay précise que ce n'est pas la solution miracle qui va faire disparaître le cancer à jamais. Ce n'est qu'un outil supplémentaire pour enrayer la maladie. Mais un outil qui s'annonce très prometteur. Catherine Kovacs, Radio-Canada, Montréal. La journée a été marquée par des violences meurtrières dans 3 points chauds du globe, en Irak, en Israël et en Russie. En Irak, d'abord, 12 otages népalais ont été assassinés par leurs ravisseurs, un groupe islamiste baptisé l'armée d'Ansar al-Sunna. Dans le sud d'Israël, ce sont 2 bus qui ont été la cible d'attaques du Hamas. Et la capitale russe, Moscou, a connu elle aussi un attentat suicide sanglant. Ce carnage d'otages en Irak fait craindre le pire pour les 2 journalistes français dont on reste sans nouvelles après l'expiration du nouvel ultimatum et alors que le gouvernement français s'efforce de les sauver. Le reportage de notre nouveau correspondant à Paris, Michel Cormier. La France entière a passé la journée dans l'attente, espérant que les ravisseurs des 2 journalistes consentent à les libérer. Mais dans les rues de Paris, on ne veut pas pour autant que le gouvernement français abolisse la loi interdisant le port du voile à l'école. Je crois qu'on est en France dans un pays laïque, c'est très très important de préserver cette laïcité. Dans le village natal de Georges Malbruno, c'est un plaidoyer pour la clémence qu'a fait sa conjointe. J'ose espérer que les ravisseurs se rappellent au moins leur premier lien, qui est celui au genre humain. Christian Chenot et Georges Malbruno ont plaidé pour leur vie dans cette bande vidéo diffusée par Al Jazeera. Le sort des 2 journalistes spécialistes du Moyen-Orient a provoqué une vague de sympathie dans le monde arabe. Le recteur de la mosquée de Paris, Beau Becker, a reçu pour la prière le ministre de l'Intérieur, Dominique de Villepin. De tels gestes, a-t-il dit, ne sont pas conformes à l'islam. Nous appelons ceux qui détiennent la vie de ces 2 compatriotes de tout faire, Inch'Allah, pour épargner leur existence. Un appel qui a eu des échos ailleurs. Les journalistes palestiniens sont descendus dans la rue pour réclamer la libération des 2 Français. Même le mouvement du djihad islamique a lancé un appel à la clémence. En après-midi, le réseau Al Arabiya annonçait la libération imminente des 2 journalistes. Information aussitôt démentie à Bagdad par le représentant des imams. Aucune négociation, a-t-il dit, n'a eu lieu avec les ravisseurs.
Jacques Chirac, de passage à Sochi pour des entretiens avec Vladimir Poutine et Gerhard Schröder, a affirmé que la France restait totalement solidaire. Tout sera fait pour obtenir leur libération. L'espoir qu'on nourrissait à l'égard des deux Français a toutefois été tempéré par l'annonce de l'exécution de 12 travailleurs népalais détenus en Irak. Les images de leur corps criblés de balles, et dont un au moins aurait été décapité, ont été diffusées par une chaîne arabe. Le nouvel ultimatum donc est passé sans aucune nouvelle des journalistes. Ici, on continue de croire que la sympathie dont fait preuve la France pour le monde arabe sauvera les deux otages. Mais on sait très bien aussi qu'en Irak aujourd'hui, aucune certitude ne tient. Michel Cormier, Radio-Canada, Paris. La violence aussi, je vous le disais, au Proche-Orient, où le Hamas a revendiqué le double attentat suicide qui a fait au moins 16 morts et 80 blessés dans le sud d'Israël, sans compter les kamikazes. Au printemps dernier, ce mouvement islamique avait promis de venger l'assassinat de 2 de ses chefs par Israël. J'ai joint plus tôt ma collègue de la radio de Radio-Canada, Manon Globensky, à Jérusalem. Manon, d'abord, décrivez-nous ce qui s'est passé. C'est arrivé, Céline, en plein milieu de l'après-midi, en plein centre-ville de Beersheva, une ville qui est au sud de Jérusalem, là, tout juste en fait au sud de Hébron. 2 explosions presque simultanées à bord de 2 bus bondés qui se suivaient. D'ailleurs, le chauffeur du deuxième bus qui s'en est tiré avec des brûlures aux jambes raconte que lorsqu'il a vu l'explosion devant lui, il a ouvert la portière de son autobus et dit aux gens de s'abriter ou de sortir, et il croit qu'une dizaine de personnes ont ainsi pu sortir avant l'explosion. Les secouristes sont intervenus rapidement. L'hôpital est à 5 minutes de route. Ils se sont activés pendant plusieurs heures autour des 2 carcasses fumantes. Et dans l'heure qui a suivi les attentats, la sécurité a été renforcée à la grandeur du pays. Et apparemment, l'armée israélienne a fait un raid à Hébron et fouillé le domicile d'au moins un des 2 auteurs des attentats. Et pas de surprise, c'est le bras armé du mouvement islamiste Hamas qui a revendiqué ces attentats. C'est ça, le Hamas revendique les attentats par un billet d'un tract qui a été distribué à Hébron. On dit que c'est pour venger la mort des 2 leaders du Hamas, le Cheikh Yassine et Adel Aziz Ramtizi, qui ont été tués en mars et en avril dernier, mais aussi par solidarité pour les prisonniers palestiniens qui en sont à leur 3e semaine de grève de la faim dans les prisons israéliennes. Et comme c'est les premiers attentats suicides depuis plus de 5 mois, le Hamas précise que c'était une erreur de penser qu'il n'était plus déterminé à frapper. Bon, maintenant, ça faisait plus de 5 mois qu'il n'y avait pas eu ce genre d'attaque. Cela a dû susciter énormément de réactions. C'est ça. Ben, ces actions, Céline, ne font pas l'unanimité chez les Palestiniens, puisque l'autorité palestinienne elle-même condamne les attaques en disant qu'elle condamne toute attaque visant des civils, d'un côté du conflit comme de l'autre. Et du côté israélien, le premier ministre Ariel Sharon a répété la détermination de l'État à se battre contre le terrorisme. Manon Globensky à Jérusalem, merci. Au revoir. À Moscou maintenant, une explosion attribuée à une terroriste kamikaze a fait au moins 10 morts et une trentaine de blessés. Cette attaque a été revendiquée par un groupe islamiste, les brigades Islam Bouli. Selon les autorités russes, ce groupe radical soutient les séparatistes tchétchènes et il serait responsable des attentats qui ont détruit 2 avions de ligne russes il y a une semaine. Au pays maintenant, les travailleurs de l'usine Vaudreuil d'Alcan au Saguenay sont inquiets. Ce qui arrive, c'est que les affaires vont plutôt bien pour le géant de l'aluminium, mais certaines de ces usines, dont celle de Vaudreuil, ne sont tout simplement pas rentables. Ce qui fait qu'Alcan menace de mettre la clé sous la porte de son usine, à moins que les employés n'acceptent d'importantes concessions. Les précisions de Linda Bergeron. C'est une année horrible pour les travailleurs d'Alcan à Jonquière. Encore secoués par la fermeture prématurée des vieilles salles de queue de Soderberg, voilà qu'ils apprennent que les jours de l'usine Vaudreuil sont peut-être comptés. 1 millier d'emplois est en jeu. Les syndiqués osent à peine y croire. On va parler stratégie ensemble, puis on va travailler. C'est pas fini, ça commence. Moi, je baisserai pas. Non, pas vrai. La menace de la multinationale pourrait être mise à exécution dès 2007. Si elle n'obtient pas la collaboration des travailleurs pour baisser ses coûts de production d'au moins 15 millions de dollars, elle envisagera sérieusement la fermeture de cette usine d'alumine. À 200 $ la tonne d'alumine,
Alcan soutient que l'usine Vaudreuil n'est pas rentable. On est à l'intérieur d'une industrie qui est hautement compétitive et dans laquelle le marché change continuellement et dans lequel aussi il faut s'ajuster rapidement. Alors, on ne peut pas faire comme si le reste du monde n'existait pas. Cette menace de fermeture survient au moment où Alcan enregistre d'importants profits, ce qui rend la situation plus difficile à accepter. On va faire près d'1 milliard cette année. On trouve inadmissible que cette compagnie-là, qui retire des privilèges autant que Alcan, puisse même faire planer l'incertitude. Ironiquement, dans sa dernière édition du Lingot, le journal interne de l'entreprise, Alcan vantait les performances de l'usine. Malgré cela, Alcan répète que la situation est délicate et que les travailleurs devront faire des efforts pour sauver l'usine Vaudreuil. Mais les travailleurs sont très réticents à collaborer. Si on s'engage à collaborer, puis dans quelques mois ou rendu en 2007, ils peuvent nous évoquer n'importe quelle raison pour pouvoir fermer quand même. Avant d'entreprendre des discussions avec la compagnie, les représentants syndicaux exigent des garanties au niveau du maintien des emplois. Pour l'instant, ils peaufinent une stratégie qui sera soumise aux travailleurs lors d'une assemblée générale à la mi-octobre. Linda Bergeron, Radio-Canada, Saguenay. Un dîner à 42 000 $ dans un restaurant chic de New York, des avions d'affaires privés et j'en passe. Un rapport dévastateur révèle que le magnat de la presse, Conrad Black, a mené la grande vie pendant des années en pigeant directement dans les coffres de son entreprise, Hollinger International. Marc Godbout a les détails. En un rien de temps, la nouvelle a fait le tour des quartiers financiers de la planète. Sur Bay Street, des regards attirés par un titre. Conrad Black et d'anciens dirigeants ont pillé l'entreprise, peuvent lire les passants. Ils sont tous des escrocs. Ça revient à la confiance. C'est triste. C'est triste ce qui se passe. Une autre étape dans une longue saga. Hollinger International avait déjà limogé Conrad Black de son poste de président au début de l'année. Or, voilà qu'un rapport de 500 pages affirme que l'ex-président et certains de ses associés se sont appropriés au moins 400 millions de dollars américains. Hollinger était devenu une tirelire pour la famille Black et certains associés qui ont avalé presque tous les profits de l'entreprise réalisés en 7 ans. Bill McKenzie dirige un groupe représentant les intérêts d'actionnaires canadiens. Il a lu le rapport et demande que des enquêtes criminelles soient menées. Celui qui a déjà contrôlé la 3e plus grande entreprise de journaux au monde a toujours rejeté du revers de la main les allégations. You insist you have done absolutely nothing wrong, sir. There's no suggestion of an impropriety. Read the press release. Les allégations remontent en partie au moment de la vente de certains journaux canadiens, dont le National Post. Hollinger International les a cédés au groupe CanWest. Mais Conrad Black et un de ses associés auraient alors touché des sommes auxquelles ils n'avaient pas droit. Le rapport affirme que Black avait aussi créé sur mesure un poste pour sa femme qui a empoché plus d'1 million de dollars par année, sans qu'elle ait l'obligation de faire quoi que ce soit. On doit se questionner, dit ce professeur. Le conseil d'administration aurait dû savoir, surtout après tous les autres scandales. It surprises me that this would still go on in this time and age after we have went through so many scandals. Les problèmes de Conrad Black sont loin d'être terminés. Hollinger International poursuit l'ex-baron pour plus d'1,5 milliard de dollars. Les organismes de réglementation, aussi bien aux États-Unis qu'au Canada, doivent maintenant déterminer s'ils imposeront des sanctions. Marc Godbout, Radio-Canada, Toronto. Arnold Schwarzenegger et Laura Bush en vedette ce soir à la convention républicaine. Et dilemme de riches en Alberta, la dette est remboursée. Que faire des surplus? La petite vache bleue était là pour ces grands moments. Saviez-vous qu'au Canada, un adulte sur 2 risque de développer une maladie du cœur parce que son taux de cholestérol est élevé et que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité au pays? Si un seul de ces points vous concerne, ayez à cœur d'y voir clair.
Et consultez votre médecin pour faire mesurer votre taux de cholestérol. Un test de cholestérol pourrait changer le cours de votre vie. Et surtout, vous éviter de faire des cœurs brisés. Êtes-vous fait pour être comédien ou comédienne? Avec mon premier rôle dans Virginie, vous pourriez vous retrouver ici, dans ces décors, avec nous, et devenir l'un des 4 nouveaux personnages de Virginie. Pour participer, regardez Virginie dès le 13 septembre. Notez le mot-clé, remplissez le formulaire dans le Journal de Montréal et de Québec et présentez-vous aux auditions qui se tiendront dans 6 villes. Pour vous préparer, tous les détails sur Internet. Mon premier rôle dans Virginie, dès le 13 septembre. Une présentation de la Banque nationale. Alors, l'échappée n'est plus qu'à 2 kilomètres de l'arrivée. Moi, je suis vraiment étonné de voir Djamini aussi fort aujourd'hui, surtout qu'on sait que sa femme vient de le quitter pour l'entraîneur de l'équipe. Oui, mais quand même, là, ne nous mêlons pas ici de vie privée. Admirons plutôt leurs qualités athlétiques. Tout à fait. Bon, regardons maintenant, c'est Djamini, là. Attention, Djamini attaque, Jean-Michel. Djamini attaque. Oh, il prend carrément le champ. Oh là là, ça a pas brassé. Ben, je vois rien brasser du tout, moi, Jean-Michel. Maîtrise parfaite, puis en douceur, les 3 autres sont largués. Le bonheur est dans le pré. Petro-Canada était là pour ces grands moments. À New York, la deuxième journée de la Convention républicaine se déroule sous le thème de la compassion et de l'espoir, après celui du terrorisme hier. Le gouverneur de la Californie, le républicain Arnold Schwarzenegger, et la première dame des États-Unis, Laura Bush, sont les vedettes de la soirée au Madison Square Garden, où je retrouve Christine Saint-Pierre. Alors Christine, Laura Bush va vouloir sans doute vanter les qualités de son mari, mais la grande vedette, la grande star de la soirée, ce sera Arnold Schwarzenegger. Oui, Schwarzenegger, la méga star, une plus-value pour les stratèges républicains qui comptent sur lui pour aller chercher le vote démodéré, ce vote qui est si essentiel pour la victoire. Schwarzenegger, on le sait, est un homme qui est en faveur d'avortement, en faveur du mariage gay. En Californie, il jouit d'un taux de popularité qui rendrait le président Bush jaloux. Ce soir, Schwarzenegger va encenser George Bush. Il va dire que si l'Amérique s'est remis des attaques du 11 septembre, c'est grâce à George Bush. Mais il ne volera pas la vedette très longtemps parce que dès demain, il retourne en Californie. Bon, le thème, c'est la compassion, mais cela va peut-être un peu à l'encontre de l'image qu'on se fait généralement des républicains. Oui, les républicains veulent briser cette image et aujourd'hui, sous le thème de la compassion, nous avons suivi des délégués qui veulent montrer qu'ils ont le cœur à la bonne place. David W. Johnson, homme d'affaires prospère de l'Ohio, voulait ce matin voir Ground Zero de ses propres yeux. And have left such a sense of shock and horror on the part of all Americans. David est le délégué républicain typique, blanc, aisé, ardent pratiquant, farouche opposant à l'avortement et au mariage gay. I just think generally the values of the Republican Party. I mean, we're not in favor of gay marriage. À quelques kilomètres de là, dans un quartier pauvre de la banlieue de New York, d'autres délégués sont occupés à peindre des maisonnettes destinées à des enfants défavorisés. Doug Korn, courtier en assurance, met la main à la pâte, pendu à son cellulaire. In America, there's an opportunity for anybody, everybody. Les républicains, dit-il, croient en l'éducation et au travail acharné. Bill Lowe, un riche fermier de l'Ohio, est étendu au sol, affairé à peindre les fondations de la petite maison. Il se sent bien dans ce parti aux valeurs conservatrices et familiales. La plupart des participants à cette opération sont bien nantis. Un délégué sur 4 est millionnaire et juge que la politique économique du président Bush a été bénéfique pour eux comme pour les pauvres. President Bush's policies on tax cuts, and it gives more money to poor people because there's less taxes they have to pay. Cette image de compassion que les républicains veulent véhiculer n'est qu'illusion. Ils oublient de mentionner que sous George Bush, le nombre de pauvres aux États-Unis s'est accru d'1 500 000 personnes. Christine Saint-Pierre, Radio-Canada, New York. L'ancien président yougoslave Slobodan Milošević a entamé sa défense devant le tribunal pénal international.
Il a opté pour l'attaque comme stratégie de défense en se disant victime d'une distorsion de l'histoire. Milošević est accusé de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans les conflits en ex-Yougoslavie. Il aura 150 jours d'audience pour présenter sa défense et il compte convoquer 1600 témoins, dont Bill Clinton et Tony Blair. Son procès, ouvert en février 2002, a déjà été interrompu une dizaine de fois en raison de son état de santé. Deux brèves nouvelles économiques. D'abord, l'économie canadienne a tourné à un rythme accéléré au deuxième trimestre. La croissance au pays a dépassé pour la première fois en un an celle des États-Unis. Le produit intérieur brut, le PIB, s'est accru de 4,3% en rythme annualisé. C'est le niveau le plus élevé des 2 dernières années. Maintenant, la banque Scotia est la dernière des 7 grandes banques canadiennes à dévoiler ses résultats pour le 3e trimestre. Elle a réalisé des profits nets de 733 millions, en hausse de 17,2%. Bon, la tendance existe déjà depuis un bon moment d'ailleurs un peu partout sur le continent et elle est en voie de s'implanter, en tout cas dans la région de Montréal. Car après la société Cadillac Fairview qui a récemment décidé de prolonger jusqu'à 21h les soirs de semaine les heures d'ouverture des commerces situés dans ces centres commerciaux, un autre gros joueur, Ivanhoé, emboîte le pas. Mais c'est une mesure qui ne fait pas que des heureux, comme a pu le constater Catherine Lafrance. Le Mail Champlain, sur la rive sud de Montréal, c'est un des centres commerciaux exploités par Ivanhoé, un gros joueur. Des centres comme celui-là, Ivanhoé en possède 8, parmi les plus gros dans la région de Montréal. Ça veut dire 2 800 000 clients potentiels. Près de 40 de ce bassin-là nous a dit, quand vous êtes fermé, nous, on magasine ailleurs. L'autre géant, Cadillac Fairview, a décidé il y a 2 semaines de prolonger ses heures d'ouverture. C'est ça qui a fait qu'Ivanhoé a emboîté le pas. Dans les centres de Cadillac Fairview, on a augmenté la circulation de 14 la première semaine et de 29 la deuxième. Rentable donc, on ne sait pas encore. On ose croire qu'il va y avoir une augmentation très intéressante du chiffre de vente de nos détaillants. Il y a 2 périodes clés pour les commerçants, Noël et la rentrée scolaire. C'est donc normal qu'en cette période, l'achalandage est augmenté. Mais ce n'est pas représentatif, rappelle ce professeur en marketing. Les commerçants dans les centres commerciaux à court terme peuvent et vont sûrement augmenter leur volume de vente et leur part de marché, jusqu'à ce que les autres commerçants emboîtent le pas. Et lorsque tout le monde va avoir des heures équivalentes, bien, les cartes vont se redistribuer sensiblement comme elles le sont actuellement. Simplement parce que ça ne créera pas une demande additionnelle. Et visiblement, ça ne crée pas un intérêt immédiat. Ça ne m'intéresse pas du tout. Inutile? Non, je trouve ça inutile. C'est suffisant qu'il soit ouvert la fin de semaine, puis déjà jeudi, vendredi. Le grand compétiteur des centres commerciaux traditionnels, c'est ceci, des commerces ouverts sur l'extérieur. Alors le grand test, finalement, ce sera cet hiver. On verra bien si les clients préféreront faire du shopping à l'intérieur. Catherine Lafrance, Radio-Canada, Longueuil. Au Québec, le ministre de l'Éducation estime que les parents paient déjà assez cher pour éduquer leurs enfants. Alors, Pierre Reid souhaite réduire la croissance de certains frais, comme par exemple ceux qui servent à acheter des fournitures scolaires ou encore à payer le transport scolaire à l'heure du midi. Les parents jugent qu'il s'agit d'un pas dans la bonne direction. Les explications de Jacques Bissonnet. L'école publique, qui en théorie doit être gratuite, coûte de plus en plus cher aux parents. En plus des achats scolaires, cahiers, règles, effaces ou crayons, les parents doivent payer pour les programmes spéciaux. Des frais pour le transport scolaire le midi, des frais pour la surveillance des enfants, des frais pour les photocopies et d'autres frais encore pour des flûtes ou des calculatrices. Selon la Fédération des comités de parents, ces frais sont passés de 100 $ en moyenne par enfant par année en 1999 à 143 $ en 2003, une hausse de 43 %.
Le ministre de l'Éducation, qui poursuit sa tournée de la rentrée scolaire, a décidé de freiner cette augmentation. On constate que ça fait au total beaucoup de frais supplémentaires pour des parents. Alors, on veut regarder cette problématique-là. Première mesure annoncée, le ministre ordonne aux commissions scolaires de ne plus réclamer aux parents d'élèves qui dînent à la maison des frais de surveillance de la cour d'école le midi. En ce qui concerne les autres frais exigés des parents, eh bien, le ministre a l'intention de les plafonner. Un comité de travail à ce sujet est d'ailleurs déjà à l'œuvre. Moi, je lui ai demandé de se pencher sur une question supplémentaire, c'est-à-dire de me recommander un plafond de ce que coûtera la partie matérielle pédagogique, le matériel scolaire. La Fédération des comités de parents du Québec, qui mène la lutte à ce sujet depuis longtemps, est satisfaite. C'est un premier pas, effectivement, et je pense que la table est mise maintenant pour que tout le monde se parle ensemble des frais qui sont chargés aux parents. Pierre Reid demande aussi à toutes les commissions scolaires de fournir gratuitement un dictionnaire aux élèves. Ce que souhaite finalement le ministre, c'est que les commissions scolaires maintiennent ces frais supplémentaires au plus bas niveau et qu'elles expliquent en détail aux parents tous les frais facturés. Jacques Bissonnet, Radio-Canada, Montréal. Passons maintenant à ce qu'on peut vraiment appeler un problème de riches. Car maintenant qu'elle est en voie de rayer sa dette et au moment où les prix du pétrole battent des records, l'Alberta s'apprête à nager dans les surplus. Des surplus qui atteindront 3 milliards cette année. Alors, que faire avec tout cet argent? Eh bien, c'est ce que le gouvernement Klein s'apprête à demander aux Albertains. Les observations de Martine Biron. Le paysage habituel albertain, avec ses puits de pétrole un peu partout dans les champs. C'est peut-être plus ou moins joli, mais c'est payant à cause des redevances que doivent payer les compagnies pétrolières à la province pour l'exploitation du territoire. Plus le baril de pétrole est cher, plus la redevance est élevée. C'est simple, dit la ministre des Finances, il n'y a pas de meilleur endroit au pays pour vivre. L'Alberta, a-t-elle annoncé, prévoit cette année un surplus budgétaire de près de 3 milliards de dollars. Et en plus, dit-elle, la dette sera éliminée. Il reste 3,5 milliards à payer et le premier ministre Ralph Klein a profité d'un déjeuner cet été pour annoncer que l'Alberta paierait sa dette d'ici le printemps. Les nouvelles économiques sont tellement bonnes que l'opposition officielle a toutes les misères du monde à critiquer les décisions du gouvernement. It's a gift. C'est de la chance, un cadeau qui n'a rien à voir avec la gestion du gouvernement. Et maintenant, dit-il, que fera l'Alberta de ce cadeau? Le gouvernement s'est engagé à sonder les Albertains. Il reste qu'entre-temps, l'Alberta dépense 700 millions dans le secteur de la santé, 150 millions en éducation. En fait, l'Alberta prévoit des dépenses records, ce qui ne plaît pas à tous, parce que le gouvernement ne parle pas pour l'instant de baisser les impôts. Le gouvernement ne redonne rien aux contribuables. Les critiques, il faut le dire, ont bien peu de prise sur les contribuables, alors qu'ici, on ne parle que de prospérité. Et le premier ministre en tête a bien l'intention d'en profiter en faisant un accroc à sa promesse de tenir des élections à date fixe au printemps. Les indices sont de plus en plus clairs qu'il tiendra des élections en novembre. Il espère ainsi facilement obtenir un 4e mandat. Martine Biron, Radio-Canada, Edmonton. Les meilleurs hockeyeurs canadiens étaient sur la glace ce soir à Montréal pour affronter leurs grands rivaux américains à l'occasion de la Coupe du monde de hockey. Un match que le Canada a remporté par la marque de 2-1. Jean-Sébastien Cloutier a suivi le match. Alors, Jean-Sébastien, les joueurs étaient-ils satisfaits de ce premier match? Oui, les joueurs à qui nous avons parlé étaient bien contents. Ça a été un bon match de hockey ici ce soir au Centre Bell. Un match robuste, un match offensif également. Le Canada a carrément commencé le match en lion. La foule, ici, il y avait une ambiance du tonnerre au Centre Bell. Il a été soulevé par la foule. Seulement en première période, 19 tirs au but pour l'équipe canadienne. Pratiquement tous des chances de marquer. Et ça a pris le petit Martin Saint-Louis qui avait tant fait mal aux Canadiens lors des dernières séries éliminatoires pour marquer le premier but. Ce soir, il était de notre bord, Martin Saint-Louis. Alors, 1-0 Canada après une période. Joe Sakic a ajouté à l'avance de l'équipe canadienne en début de deuxième. Les Américains sont revenus de l'arrière, ont contrôlé une partie de la deuxième période, mais le Canada a tenu bon. Il y a même Mario Lemieux qui a jeté les gants pour défendre son gardien Martin Brodeur. Bref, on a vu un peu toutes sortes de choses ici ce soir au Centre Bell. La foule est repartie bien contente de son expérience. On a parlé à quelques joueurs. Je vous laisse écouter en ordre Simon Gagné, Brad Richards et Vincent Lecavalier. Bon, on est content. Je pense que jouer ici à Montréal devant nos fans, puis surtout contre Team USA, on savait qu'elle allait sortir fort. Puis
On voulait prendre le tempo à partant. Je pense que c'est important de commencer sur une bonne note puis bâtir avec cette première game. C'était un bon start pour nous autres. La première période était fort. Puis, le troisième était bon. Le deuxième, ça a été un peu sloppy, un peu pas dans le contrôle. Mais on va changer ça dans les prochaines 2 semaines. Puis on a tellement fort. La foule aussi, il était prêt pour ce match. Puis